Salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum, bienvenue à vous tous et vous toutes comme promis, hein, vu que le sujet est brûlant en ce moment. Nous allons parler encore une fois du conflit ou de la colonisation du Sahara occidental, le dossier qui se trouve à l'ONU. On va donner quelques informations et j'aimerais avoir l'avis des Sahraouis et des Marocains, éventuellement des Algériens. Échec du Maroc, victoire du Polisario, point d'interrogation, et surtout, si vous me répondez à ça, quel avenir? Que va-t-il se passer au lendemain de cette résolution? J'aimerais avoir la réponse, que ça penche d'un côté ou de l'autre. On va essayer de comprendre un petit peu. Salam tout le monde, bienvenue. Olga, bonjour, bonjour, salam tout le monde. Tapotez au maximum, partagez pour que le live soit interactif. Alors, encore une fois, comme je vous l'ai dit, chacun, salam Colombe, salam Nak, tous ceux qui viennent d'arriver, merci pour le tapotage, merci, ça commence déjà. Tapote pour protéger au max le live. On partage. Et voilà. Salam tout le monde, parce qu'hier on a une restriction de ça, déjà si vous vous rappelez. Mais on va essayer de donner la parole aux Sahraouis, aux Marocains, au maximum. Nous les Algériens, vous priorité à ceux qui sont concernés par le conflit, bien sûr, mes frères et sœurs algériens et algériennes, donc vous m'en voudrez pas. Salam Anzar, salam tout le monde, des aides éclairées, Mona, Younes, bienvenue, bienvenue. On tapote s'il vous plaît, on arrive au moins 10 000, comme ça on peut protéger le live. On partage. Si vous avez des spécialistes sahraouis ou marocains, barakallah, fik des aides éclairées. Mais c'est grâce à vous que les lives sont de qualité. Alors, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, vous êtes habitués un petit peu. 3 minutes chacun. Si c'est intéressant, on creuse le sujet. Si c'est pas que c'est pas intéressant, si c'est clair, net et précis et que ça ne souffre d'aucune contestation, vous aurez vos 3 minutes donc pour donner vos idées. Amin, ajma'in, pour nous tous, qu'Allah remercie nos parents, nous tous. Merci des aides éclairées, mon frère. Salam tout le monde. Donc, on attend encore un petit peu. Tapotez au maximum. On est bientôt à 10 000. Salam à Tarou, salam Khagma, salam tout le monde. Donc, je parlerai une fois juste avant qu'on commence, on donnera un petit peu les règles. La modération, mes frères et sœurs, donc vous mutez les insultes. On laisse s'exprimer, même si ça taquine, même si ça provoque. C'est pas grave, c'est TikTok, on n'a pas le choix. Sur YouTube, vous inquiétez pas, là derrière, ça sera rediffusé sur YouTube. Pour ceux qui ratent la fin ou le début ou une partie du live. Donc, tac, attendez, je regarde juste un truc. Est-ce que, voilà, donc l'autorisation elle est là. On tapote s'il vous plaît, merci Dezinger, merci tout le monde de partager. On va arriver bientôt à 10 000. Et s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, à partir de 10 000, vous pourrez faire votre demande. Et ensuite, on gérera priorité aux Sahraouis et aux Marocains, bien sûr. S'il y a des Algériens, vous aurez vos 3 minutes. On essaie d'alterner, de donner le maximum la parole à ceux qui sont concernés par le conflit pour qu'ils nous expliquent. Surtout au Maroc, que pense-t-il qui va se passer? Et est-ce que, la question c'est, est-ce que le 1er novembre, du coup, au lendemain de la résolution, est-ce que, ça y est, le Front Polisario et le peuple sahraoui se sera évaporé? Et Salina? Donc moi j'aimerais juste connaître. Ou est-ce que, selon la résolution, hein, j'aimerais bien qu'on m'explique ce qui va se passer à l'ONU, et ensuite on creusera le sujet si c'est intéressant. Salam tout le monde, ça bug? Ou c'est seulement... Est-ce que ça bug chez vous? Dites-moi juste si ça bug. On est bientôt à 10 000, on va pouvoir donner la parole. Faites vos demandes. Tapotez, merci, barakallahu fikum. Tapotez au maximum pour protéger le live. Merci pour les partages. Donc, attendez, on va préparer déjà ça. Je vais changer. Bug. Ça bug pas, frère. Ok. Attends 2 secondes. On va faire comme ça. Ouais.
5 sur 5, merci beaucoup. Évidemment. Ça a bugué. On va attendre que ça revienne. Il a fallu que je parle pour que ça bug. Normalement, ça devrait être bon. Si ça bug, de toute façon, vous inquiétez pas, je reviens. Donc, alors, avant de faire monter les personnes, tapotez s'il vous plaît, parce qu'il se passe des trucs bizarres. Donc, comme je vous le disais, le vote pour la résolution, hein, alors, il y a une grande bataille en ce moment même au Conseil de sécurité. Le vote sur la résolution qui devait se passer ce soir a été reporté. Alors, au niveau du Makhzen, on dit que c'est à cause du dossier du Soudan. Bon, je ne pense pas que... Mais bon, peu importe. En tous les cas, c'est reporté, ce qui pour moi est un signe qu'il y a une grande fébrilité d'un côté et de l'autre. Peu importe ce qui peut se passer d'ici demain. J'aimerais savoir, donc, selon... Parce que chacun a ses informations. Selon vous, quelle sera l'issue du vote? Quelle résolution va être adoptée? Est-ce que l'autonomie sera la seule option? Est-ce que le droit à l'autodétermination et le droit international ne seront pas bafoués? Et surtout, qu'est-ce qui risque de se passer au lendemain de cette résolution? Donc, salam tout le monde, on va commencer. Ta page était brouillée. Non, non, j'étais là. J'étais là tous les jours. Je fais quasiment des vidéos. Alors, il y a énormément de demandes. Alors, s'il y a, je vais faire monter en premier par ordre d'arrivée, à peu près, hein, je me rappelle plus, enfin, il n'y a pas le sens d'arrivée ici. S'il y a des Marocains ou des Sahraouis, faites un signe ici qu'on puisse vous faire monter en priorité, parce que je veux avoir l'avis des uns et des autres. Salam tout le monde, salam Algérienne Patriote, salam Atarou, il a dû faire une demande sans faire exprès, Malish, bonsoir, salam. Bienvenue, bienvenue tout le monde, donc tapotez au maximum pour protéger le live. Salut à tous, salam tout le monde. S'il y a des Marocains qui veulent intervenir, Malish, Atarou. Salam. Tac, tac, tac. Alors, comme je l'ai dit, donc la règle, c'est vous aurez 3 minutes chacun pour intervenir, parce qu'il faut que ce soit dynamique. Alors, je pense que Rabah était là depuis tout à l'heure. Donc, pour que le live soit dynamique, il y a beaucoup de demandes. Déjà, il y a une vingtaine, quinzaine ou une vingtaine de demandes. Je les ai pas comptées toutes. Donc, 3 minutes chacun à peu près pour développer une opinion. Vous pourrez redescendre, remonter par la suite, mais vous savez qu'il y a énormément de demandes. Donc déjà, je pense que la demande a été faite sans faire exprès. S'il y a des Marocains dans le live et qui veulent intervenir, vous, ou des Sahraouis plutôt aussi, vous aurez priorité. D'ailleurs, attendez, je vais partager moi-même avec, par exemple, voilà. Il y a des Sahraouis. Oui, tu es Redouane, tu es marocain ou sahraoui. Donc, Redouane. On va voir. Maroc. Salam alaikum wa rahmatullah, Redouane. Alaykoum salam. Bienvenue à toi. Je t'entends. C'est bon. Merci beaucoup. Moi, je Donc, vois tu sur es le site d'origine. marocaine. Bienvenue à toi. Alors, je te rappelle juste les règles du live. On a à peu près 3 minutes. Si on voit que c'est intéressant et qu'on discute et que le débat. Il y a la bonne. Allez, je le Donc, tu as tes 3 minutes, je t'en prie. Donc, la question c'est, est-ce que c'est un échec du Maroc ou une victoire du Maroc? Est-ce que c'est une victoire du Front Polisario, ce qui est en train de se passer actuellement? Et ensuite, j'aurai peut-être une ou deux questions à te poser. Je t'en prie, Redouane.
Moi d'abord, j'ai une petite remarque sur la question. On devrait normalement ajouter au lieu du Polisario, est-ce que c'est un échec pour l'Algérie qui parraine le Polisario et Redouane, qui a beaucoup. Redouane, Écoute, Redouane, vous m'avez attends. donné la parole, n'est-ce pas? Bellati, Bellati, Bellati. Regarde, c'est les règles du live. Réponds à ma question, d'accord? Réponds à ma question. Et ensuite, tu pourras développer par la suite. Mais la première des choses, sinon, ça sert à rien. Commence par répondre à la question. Ensuite, on pourra discuter de ça. Il n'y a pas de problème. D'accord, d'accord, Je te d'accord. promets. Moi, Je te promets qu'on discutera de ça. d'accord, d'accord. Je me pose la première question, comment une personne peut penser que l'évolution de la situation actuelle est un échec pour le Maroc, alors que le Maroc a rallié plus des 4 cinquièmes des voix des Nations Unies, en plus de la dernière proposition qui sera votée aujourd'hui ou demain au profit du Maroc, l'autodétermination sous souveraineté marocaine. Comment est-ce qu'on peut parler d'échec pour le Maroc alors que le Maroc a engrangé des succès irréfutables? Ça, c'est la première chose. Victoire pour le Polisario. Quelle victoire pour le Polisario s'il accepte, malgré elle, de se soumettre à la volonté du Maroc et de se soumettre à la volonté des Nations Unies qui a été influencée par la position marocaine. Comment est-ce qu'on peut parler de la victoire du Polisario? Polisario, il est tiraillé entre deux forces contradictoires. Il est tiraillé entre une force qu'il exhorte à refuser et qui est la force de l'Algérie qui la parraine et la force de l'autodétermination qui est la dernière chance pour avoir initié à ce problème. Quel avenir? Pour moi, l'avenir, bien sûr, la proposition américaine soutenue par la majorité Redouane, des membres. Redouane, c'est intéressant ce que tu dis. Avant que tu répondes à la suite, j'aimerais apporter enfin, poser et discuter un petit peu avec toi. Tu as des informations sur la mouture, tu sais ce qu'il y aura dans la résolution? Euh, Tout porte à croire que l'Algérie a fait beaucoup d'efforts pour apporter des amendements qui touchent à l'essentiel dans la proposition, mais il n'est pas parvenu à rallier C'est des quoi? alliés pour pouvoir changer quelque chose qui va dans le sens de l'autodétermination par voie du référendum. L'essentiel, si vous voulez, c'est l'essence ou l'important de la proposition, il est resté intact. C'est quoi l'essence? C'est quoi l'essence numéro un? C'est quoi? C'est quoi la L'essence chose qui numéro ferait un, l'Algérie? Parce que tu parles de l'Algérie, il faut que tu ramènes l'Algérie, je comprends, mais c'est quoi qui d'abord, n'a pas été changé? Tu parles de quoi? De il n'a pas été l'autonomie? fait d'abord. Tout débat, toute négociation doit avoir comme plateforme, comme base de discussion, l'autodétermination sous souveraineté marocaine. Je souligne Non, bien souveraineté marocaine. mais, Il n'y a pas mais d'autre voie, il n'y a pas d'autre issue, d'a- autre que ça. d'accord. Donc, en gros, toi, tu décides ce qui n'a même pas été question dans la résolution, mais toi, tu le sors de ta tête, c'est pas un problème. Donc, tu parles de l'autonomie sous souveraineté marocaine ou de l'autodétermination? Parce que autodétermination, c'est pour se déterminer est-ce que tu vas être marocain ou pas. Sinon, c'est un simple vote ou un référendum. L'autodétermination, par Non, définition, c'est pas ce... forcément, pas Attends 2 secondes. forcément, pas Attends, forcément, pas attends, forcément. attends. Subhanallah, Redouane. T'es sur mon live. Je t'ai laissé parler. Pourtant, t'en as dit des choses. Je t'ai pas coupé. T'es d'accord avec moi? J'ai commencé à parler 15 secondes. Tu m'as coupé. Subhanallah. Mute-toi. Et après, Non, tu non, toi pourras aussi, tu m'as réagir. coupé deux ou trois fois, hein. Tu m'as coupé deux ou trois fois. Mute-toi. T'inquiète pas. Tu vas pouvoir parler. Donc, D'accord. selon toi, alors, il y a deux thèses qui s'opposent, hein. Selon toi, donc, la seule autonomie sera proposée aux Sahraouis. On est d'accord? Oui. D'accord. Et bon, en partant sur cette hypothèse, la résolution, si elle est votée demain, selon toi, bon, ça c'est ta version, c'est pas un problème. Le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple sahraoui va s'évaporer, le Polisario va se dissoudre et ils vont tous rentrer au Maroc. Comment ça va se passer? Je réponds. Oui, D'accord. Depuis toujours, le Polisario a affiché les Nations Unies, les décisions des Nations Unies. C'est la même Nations Unies ou le Conseil de sécurité qui va décider autrement cette fois-ci. Donc, il va mettre la pression sur le Polisario.
Qu'est-ce que cherche le Maroc actuellement? Est-ce qu'il n'est Non. pas dans le Sahara? Il est dans le Sahara. On est sur notre Non, il y territoire. a On exploite le 80%. territoire comment dire. Non, il y a Donc, 75 à 80% du territoire qui est occupé. figure, Sinon, figure-toi bien que tu me coupes, hein. Figure-toi que tu oui, me oui, coupes. oui, bah oui, Parce que là, je c'est te pas coupe parce que c'est intéressant. Là, on là, va moi discuter. aussi, je t'ai coupé parce que c'était Les très 25, intéressant. les 25% qui restent, qui sont sous contrôle du Front Polisario, t'en fais quoi? Tu as dit que tu as dit que je t'ai coupé. Tu m'as Oui, coupé. oui, Tu oui, dis que moi, je je te te coupe. Mais je te coupe là, exprès. Les moi aussi, je t'ai 25% qui coupé. restent. Je t'ai coupé exprès moi aussi. Parce que Les c'était très 25%, important ce que tu subhan. voulais dire. Oh, bon. Wallah, frérot, regarde, je vais t'expliquer, regarde. T'es pas, on n'est pas au Sahara occidental. Soit tu discutes, je t'ai laissé ta 3 minutes, je te laisse depuis tout à l'heure, alors qu'il y a des demandes. Moi, j'aimerais bien savoir, le lendemain, le Front Polisario, alors pour répondre, le Front Polisario et le peuple sahraoui qui manifeste depuis des jours, mais depuis des années, mais depuis des jours, depuis qu'il y a cette fameuse histoire de résolution, a dit qu'il ne négocierait pas. Donc la question c'est, l'ONU, si on part dans votre principe, parce que moi, pour moi, selon France 24, c'est pas hier en tous les cas, mais je vous l'ai dit qu'il y avait une bataille actuellement au Conseil de sécurité. Il y a des choses qui se passent. Mais vu que le Front Polisario ne veut pas négocier le viol de son droit à l'autodétermination et ne veut pas négocier, que va-t-il se passer? Est-ce que le Maroc va envahir? Est-ce qu'il va passer outre? J'aimerais bien qu'on m'explique ce qui va se passer ensuite. Donc, s'il y a des Marocains, faites-moi un signe. Comme ça, je vous fais monter. Salam tout le monde, salam. Alors, au pif, au pif. Alors, tiens, on va faire monter. Il y a un Guinéen qui veut monter. On va lui donner ces 2-3 minutes. Non, mais Redouane, Oullah, t'as oublié que t'étais pas sur les territoires occupés du Sahara occidental ici. Donc, s'il y a des Sahraouis, des Marocains qui veulent, non, qui veulent monter. On va donner la parole au frère Sam Respect. Normalement, ça n'a jamais. Salam alaikum Sam. Salam alaikum. Mishrak, labas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et toi? Ça va, alhamdoulilah. Je suis monté déjà hier et aujourd'hui tu me fais remonter, je t'en remercie. On était déjà, je te l'ai pas dit hier, mais on a déjà, alors c'est en dehors de mes 3 minutes, on a déjà participé à des lives, je m'appelais pas Sam Respect, mais je m'appelais Amin Ziri, si tu te souviens, si ça te Non, parle. non, non. Oui, ça me dit quelque chose. Je t'en prie, mon frère. Et c'est toujours un plaisir de rejoindre et je salue toujours tes lives qui sont un petit peu piquants et c'est très intéressant. Je vais rebondir évidemment sur ce que dit celui qui est passé avant nous, qui souffre malheureusement d'une propagande qui est savamment orchestrée au Maroc et il n'a pas le droit de dire autre chose. Et la seule liberté d'expression qu'il a, c'est celle de critiquer l'Algérie ou le Polisario. Maintenant, pour l'histoire, est-ce que c'est un échec pour le Maroc? À mon avis, c'est une victoire à la Pyrrhus. Une victoire à la Pyrrhus, c'est qu'ils ont là, sur ce coup-là, envoyé toutes les forces. Pour savoir ce que c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est finalement envoyer toutes les forces, gagner, mais rester avec 5 soldats. Donc, ils ont envoyé toutes leurs forces. C'est une victoire qui annonce une défaite globale. Exactement. Ce qui veut dire que aujourd'hui, à ce stade de ce qu'on sait, parce que personne ne connaît comment on appelle la résolution, parce qu'elle est toujours en négociation. C'est pas pour rien que la Chine et la Russie ont appelé Ahmed Attaf personnellement. C'est bien pour négocier quelque chose et que de toute façon, et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit ça, les clés sont entre les mains de l'Algérie et il ne peut pas y avoir de solution sans l'avis de l'Algérie. Ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que le Polisario, il a sa propre identité et il sait que l'Algérie soutient le Polisario. En ce sens, oui. Mais sinon, les Sahraouis sont indépendants. Ce sont des gens, ce sont des êtres vivants. Lui, depuis tout à l'heure, il l'a redit comme tous les Marocains. Il a dit, on occupe le Sahara. Jamais il a dit, nous avons convaincu les populations qui sont au Sahara pour intégrer. Jamais, aucun Marocain ne pourra dire ça. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Donner juste l'autorisation aux journalistes étrangers de venir faire une enquête sur la situation des droits de l'homme au Sahara occidental, et tu verras que là, le Maroc ferme des
à double tour et il n'autorise à personne. Donc, c'est une victoire à la Pyrrhus, donc une victoire du Polisario, parce que sur les dernières moutures, le plan d'autonomie n'est qu'une solution. Ce qui veut dire que lorsque cette solution sera mise en débat entre le Front Polisario et le Maroc et qu'elle sera dégagée par le Front Polisario, il faudra bien aller examiner les autres solutions, qui sont l'intégration, l'indépendance. Et bien évidemment, le Polisario refuse l'intégration. Je rappelle aux Marocains, parce qu'ils ont du mal à comprendre ça, ils sont l'entité de colonisation, c'est l'entité qui colonise le Sahara occidental, et on a beau faire le parallèle avec l'entité sioniste, il est identique, ils colonisent un territoire, ils maltraitent un peuple, ils ont construit un mur, ça rappelle quelque chose de l'autre côté. Et je finis là-dessus, parce que ça c'est important, pourquoi le Maroc, et je l'ai dit la fois dernière, a obtenu le soutien des États-Unis, de l'Angleterre et de la France. Alors des deux premiers, États-Unis et Angleterre, c'est une raison toute simple, c'est en remerciement de la normalisation des accords d'Abraham, et je reviens du mutisme du président du comité du Quds pendant tout le géno à Gaza, ça c'est une première récompense. Et deuxième élément fondamental, la France ne veut absolument pas l'indépendance du Sahara occidental. Je rappelle qu'elle a bombardé les Sahraouis en coopération ou en appui de l'armée marocaine. Donc ce qui veut dire que si demain il y a une indépendance des Sahraouis, les Sahraouis vont demander des comptes à cette entité colonisatrice qui s'appelle la France. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Sam, comme d'habitude. C'est concis mais très intéressant. Je te laisse redescendre, c'est très intéressant. Tu fais ta demande quand tu veux, mon frère. Barakallahu fik. Salam alaikum. Allah yabarak fik. Merci beaucoup. Wa alaykoum salam. Salam alaikum, le kibir. Salam alaikum, artisan, comment vas-tu? Comment il va? Non, Wallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Attends 2 secondes. Attends. Salim, Fais-moi redescendre, Malik. Fais-moi redescendre. Je te faire descendre. Ok. Salina le kibir. Salina, c'est fini, Salina. Salina, le Sahara est marocain, et demain, la Mauritanie sera marocaine. Et le lendemain, ça sera le tour de l'Algérie, du Sénégal, du Mali, et de la Lune aussi, pourquoi pas. Ça, c'est toujours le même discours des CAIH. Pourquoi on a reculé la résolution ce soir? Bonne question. Pourquoi? Attends, j'essaie. Parce que Vas-y, je t'en prie, j'essaie voilà. de nous mettre en grand tous les deux. Vas-y, continue l'écrire. Pourquoi il devrait avoir voté la résolution ce soir? Ça a été reculé pour demain. Les Aïesh, vous ne comprenez pas. Demain, ça va expirer la Minurso. Mais vous ne comprenez rien, absolument rien. Parce que la Minurso, son mandat termine le 31 de ce mois août. Donc pourquoi ils l'ont pas avancé comme d'habitude ils le font le 30? Parce que la résolution ne peut pas passer. Parce que la Chine et la Russie ont menacé d'utiliser le veto. Directement. Donc voilà, l'Algérie, ça on le sait très bien, tout le monde sait que l'Algérie soutient le peuple sahraoui, ça ce n'est pas un secret. Mais qui soutient le Maroc? Qui soutient le Maroc? C'est la France, Mama França. Ah, Mama França, attends, monsieur Artisan. On disait que Mama França c'est pour les Algériens. Bonne question. Moi je ne comprends rien. Mama França, Israël, les États-Unis d'Amérique, les Émirats Arabes Unis. Vous voulez que je compte plus? C'est eux qui financent la guerre, c'est eux qui financent l'occupation du Sahara occidental. Moi, je suis en désaccord avec les gens qui disent que le Maroc colonise le Sahara. Ce n'est pas une colonisation, c'est une occupation. Parce que les mots, ils ont un sens. Les Marocains occupent le Sahara occidental. Et voilà, l'Algérie défend le droit international. L'Algérie l'a dit clairement, par le biais de qui? De tous ses présidents, de tous ses diplomates.
ils défendent le droit international, le droit du peuple sahraoui. Si les Sahraouis veulent être marocains, Allah yasahel alikum, dégagez et partez, c'est votre choix. Mais l'Algérie oblige qu'on respecte le droit international. C'est à l'honneur de l'Algérie. Voyez la différence aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie défend le droit international. L'Algérie, ça fait plus de 50 ans, elle reçoit des pressions sur le sujet des Sahara occidental. Elle n'a jamais lâché. Jamais. Mais les Aïaches, c'est toujours l'étranger. Ah, c'est l'étranger qui défend la marocanité du Sahara occidental. C'est l'étranger, c'est l'étranger, c'est l'étranger. Le mec tout à l'heure qui était avec toi, il ne comprend même pas la différence entre l'autonomie et l'autodétermination. Le type, il ne comprend absolument rien du tout. Ce que les Marocains proposent, ou ce que les Américains, bon, pas les Marocains, les Américains veulent imposer, une seule solution sous l'autonomie marocaine. C'est-à-dire une autonomie sous la souveraineté marocaine. Et en même temps, ils veulent ajouter l'autodétermination du peuple des Sahara occidental. Oui, ça n'a pas de sens. Parce que l'autonomie est dans l'autodétermination, est inclus dans l'autodétermination. Donc, wallah, je n'arrive pas à comprendre. J'aimerais bien, artisan, qu'un Marocain... Justement, bah, du coup, tu vas rester, parce que tu es mauritanien. On est les deux parties impliquées, mais non concernées par le conflit, puisque c'est entre le Front Polisario, le peuple sahraoui, et le Maroc. La question que j'aimerais te poser, avant justement de faire monter d'autres personnes, c'est rapidement, en 2-3 minutes, que penses-tu qui va se passer? Admettons qu'ils fassent passer à l'ONU leur histoire, ou leur histoire de seule l'autonomie ou pas. Que va-t-il se passer à partir du moment où le Front Polisario a dit qu'il ne négocierait pas? Bon, j'ai la réponse, mais je t'en prie, Lekbir. La réponse est claire. Vous posez cette question à un enfant de 5 ans, il te dira la guerre. Ben voilà. Il n'y a pas autre option. Il n'y a plus d'option, c'est fini. L'option, soit on va aller résoudre le problème pacifiquement, ou bien militairement. Le Polisario préfère pacifiquement, mais d'après cette résolution, impose aux Sahraouis de venir aux armes. Barakallahu fikum. Résoudre votre problème militairement, et puis voilà. D'accord. Bah écoute. C'est ça la réponse. Merci Lekbir. Si tu veux rester, parce que pour que je rappelle les règles à tout le monde, parce qu'il y a du monde qui est arrivé, je fais monter les gens, chacun aura 3 minutes. Si on trouve que c'est intéressant, ou qu'on a des réponses à donner ou des questions à poser, vous pourrez poursuivre le dialogue. Sinon, chacun aura 3 minutes pour développer une idée à peu près. Et voilà. Donc Lekbir, en tant que Mauritanien, parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, je veux bien que tu restes, puisque la Mauritanie et l'Algérie ne sont pas concernés par le conflit, mais en même temps, ils sont mêlés quoi qu'il arrive. Donc merci beaucoup Lekbir. On reçoit Mohamed, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaban. Ahlan wa sahlan. Wa rahmatullah. Wa rahmati. Wa rahmatullah. Wa rahmatullah. Mohamed, de quelle origine tu es? Bah, je vis en Belgique depuis 42 ans. Je suis originaire du Rif. Voilà. C'est le professeur. Attends, c'est le professeur Mohamed Betioui, c'est ça? Oui. Bienvenue. On va changer du coup le format. Monsieur Mohamed, bah, c'est très intéressant. On va lui donner la parole. Le professeur Mohamed, c'est le professeur, il est connu, hein, il va se présenter par lui-même de toute façon, mais par son discours, vous allez comprendre un petit peu. Je crois que, bon, il est du Rif, donc vous l'aurez compris, il se définit comme ça, donc on reste bien précis, je vais pas dire qu'il est rifin ou marocain ou peu importe. Et on lui donne la parole sur justement ce sujet. Qu'en pense-t-il? Et c'est très intéressant d'avoir le professeur. Bienvenue chez nous, monsieur. Merci beaucoup. Donc, et comme le signalait tout à l'heure le professeur Al-Kibir, ce qu'on va assister maintenant au dernier camouflet marocain. C'est vraiment le dernier camouflet marocain. Concernant cette thématique et ce conflit que le Maroc traîne depuis une 50aine d'années, de sa seule responsabilité
Et cette responsabilité s'explique par le non-respect des traités, des accords que le Maroc lui-même a signés, à commencer, pour ne pas aller très loin dans l'histoire, ce territoire a été complètement refusé aux Marocains par un avis de la Cour de justice, qui est la Cour internationale de justice de La Haye en 75, en considérant ce territoire comme un territoire non autonome, comme ça a été affirmé en 63 par une résolution des Nations Unies. Et surtout, la Cour a donné un avis qui disait que souveraineté n'implique pas allégeance. Et donc, ça veut dire l'allégeance ne justifie pas la souveraineté sur le territoire, pour que ça soit clair. Donc, le Maroc n'avait aucune souveraineté sur ce territoire lui-même. Lui-même, quand il a décidé de partager ce territoire avec la Mauritanie, il a pris l'avis, enfin une partie de l'avis de la Cour de justice, qu'il a publié dans son journal officiel. Mais les Ayachas ne lisent pas, et c'est pas de notre responsabilité, s'ils ne lisent même pas leurs propres documents officiels qui sont publiés, le Khazina al-Amma lil-Mamlaka al-Maghribiya. Alors, qu'est-ce qu'on lit dans ce bulletin officiel? Quelque part, on lit que même l'allégeance dont parlait Hassan II et dont il se vantait régulièrement, dans le texte, c'était clair, une certaine tribu sahraoui, pas toutes les tribus, quelques tribus sahraouis donnaient l'allégeance au sultan alaouite. Quelques tribus. Souvent, quand tu donnes l'allégeance, c'est pour avoir accès à des marchés, pour avoir accès à des routes commerciales, etc., etc. Pas forcément pour, ça veut dire justifier les actes posés par le sultan ou l'autorité du sultan. C'est très compliqué le concept de l'allégeance. Ben, il faut l'analyser sous plusieurs aspects et d'une approche pluridisciplinaire. Mais voilà, pour que ça soit donc la Cour de justice a décidé que ce territoire n'appartenait pas au Maroc sur base vraiment d'une analyse juridique très... et en plus, le Maroc n'a pas été tout seul pour revendiquer ce territoire. Il était accompagné de la Mauritanie. Donc, comment ça se fait un territoire que vous considérez comme le vôtre, vous décidez main dans la main d'aller le revendiquer avec un autre État? Ça, c'est déjà une première chose. Arrivé à Madrid, un accord est signé qui porte le même nom, l'accord de Madrid. Qu'est-ce qu'on lit dans cet accord? Deux choses que les Ayachas n'aiment pas, et c'est dans l'accord, il suffit de le lire. Premier point, l'Espagne confiait la gestion administrative. Il ne donnait pas le territoire. Il confiait la gestion administrative. At-tadbir al-idari. At-tadbir al-idari. C'est comme ça, quand même les Marocains l'ont traduit. Dans les documents officiels de Maghreb, à l'époque, il était traduit At-tadbir al-idari al-mushtarak ma'a Mauritania. Donc la gestion administrative conjointe avec la Mauritanie. Et ça, c'est dans les documents officiels marocains. Je suis pas en train d'inventer. On peut les retrouver sur Google ou ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans le but, pourquoi cette administration, cette gestion administrative conjointe, pourquoi? Dans le but de l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Ça, c'est le premier point. Alors, à quel moment, Aoud, le Maroc a failli à ses devoirs? Parce que après lui avoir confié une gestion administrative seulement, bah, il s'est forcé d'annexer le territoire. Et l'annexion, c'est une violation. Et quand on annexe un territoire, on devient un État voyou aux yeux et au regard du droit international. Ce qu'on appelle en anglais the rogue state. Morocco is a rogue state. C'est comme ça qu'on le qualifie en droit international. Je suis désolé. On ne peut pas la qualifier autrement. Parce qu'un État qui ne respecte pas le droit, ou bien une personne qui ne respecte pas le droit, on lui dit que c'est un voyou, on l'applique même pour les États. Quand les États sont hors la loi, on les appelle des États voyous, ce qui est le cas du Maroc pour le moment. Ça, c'est un autre point. 91, beaucoup de confrontations, beaucoup de violations des droits de l'homme, beaucoup de crimes de guerre commis par le Maroc, utilisation du napalm, l'aide avec l'aviation française qui vient bombarder des colons sahraouis, etc. Ça, récemment, on a eu le droit à cette confession par la voix et par la déclaration d'un ancien ambassadeur français. Et qui, au passage, a dit que le plan d'autonomie, entre guillemets, a été concocté par la diplomatie française. Donc, voilà. Donc le Maroc, ici, il joue un rôle vraiment de passivité. C'est cette maîtresse avec laquelle on couche et qu'on n'aime pas. C'est pas moi qui le dis, c'est toujours ce même ambassadeur.
mais qu'on est obligé de défendre. C'est bizarre. Voilà. Alors, 91, on signe un accord de cessez-le-feu. Le Polisario, d'ailleurs, je mets une parenthèse ici, que les Aïcha passent toute la journée à l'accuser de terroriste, de bazar. Anna, je leur dis, et je le dis tout le temps, et ça fait depuis maintenant 5 ans que je le dis sur les réseaux sociaux, donnez-moi un seul document officiel marocain où le Polisario est accusé de groupe terroriste. La seule fois où Hassan II a été très méchant avec le Polisario, c'était dans une réponse qu'il a fournie à un journaliste anglais en disant, on les traitant de smugglers. Smugglers, ça veut dire les moellines trabando, ceux qui font le trabando, les contrebandiers. Voilà la seule vraiment colère de Hassan II. Il qualifie le Polisario de smugglers. Docteur Mohamed, en arabe c'est muharribin. Exactement. C'est exact, merci. Donc, voilà, c'est le seul truc, mais il n'y a pas de document officiel marocain où le Polisario est accusé de terroriste parce que Hassan II, il était dictateur, il était despotique, mais il avait quand même un peu de substance grise par rapport au Aïcha. Il se dit, si aujourd'hui je les qualifie de terroristes, je ferme les portes demain s'il y a négociation, la Haja. On l'avait vu au moment des accords d'Oslo, les Israéliens ont dû vraiment convoquer la Cour suprême pour changer leur position par rapport à l'ELP, tout le bazar, etc., etc., etc. Donc, oui, il a compris le bazar. Alors, il dit, je ne les qualifie pas comme ça, je laisse le peuple le faire, je laisse peut-être d'autres personnes le faire, etc. C'est chouilant, vous me le dites, hein, donc. Non, allez-y, c'est très intéressant, justement. Non, voilà. au contraire, allez-y. Donc, mais dans cet accord qui a été signé, et je parle aussi sous le contrôle de notre ami Elkvir, il y a une clause. Cette clause, c'était aussi dans le but, ce cessez-le-feu était signé dans le but de préparer un référendum pour 92. Ça veut dire un an après. Ce référendum n'a jamais eu lieu. Sous la pression de la communauté internationale, une réunion va avoir lieu en 94 à l'ONU, qui va aboutir donc le texte va aboutir donc normalement à un projet de résolution, la 907. Cette résolution, la 907, le Maroc était tellement bloqué, n'a rien à faire, mais il a demandé à la France de la bloquer. Alors on vient de nous dire comment ma France c'est pour les Algériens. Là, je vois comment ma France flirte beaucoup plus avec le Maroc et eux ont été même beaucoup plus loin en disant on couche avec elle. Hein. Donc, pour que ça soit clair. Avant 91, à 3 reprises, 2 fois par la voix de Hassan II, une 3e fois par la voix de son premier ministre, Karim Lamrani. Une fois à Nairobi, une fois à Freetown, donc ça c'est Hassan II, et une fois aux Nations Unies, par Karim Lamrani, ont reconnu le principe du référendum, quelle que soit l'issue du référendum. Ont reconnu le principe du référendum, quelle que soit l'issue du référendum. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous servir? C'est le plan Becker réchauffé, mais amputé aussi d'une grande partie sensée. Le plan Becker, je tiens à rappeler, les Marocains l'ont rejeté. Et pourtant, le plan Becker proposait un plan d'autonomie de 5 ans avant d'aboutir à un référendum d'autodétermination. L'Algérie, s'il vous plaît, le Polisario, s'il vous plaît, l'avait accepté. Ceux qui me disent que l'Algérie a envie de mettre le feu, les Algériens ont accepté un plan américain, à Ibadallah. L'Algérie n'était pas dans le camp occidental, et encore moins dans le camp américain, et pourtant ils ont accepté un plan américain. Parce que dans ce plan, il y avait un certain équilibre, et surtout un certain respect, je veux dire, du droit international, qui est le principe d'autodétermination du peuple sahraoui. Ok, c'est bon, on va tester cette période d'autonomie pendant 5 ans, mais après on doit aboutir à ce mytho au référendum. Le Maroc l'a refusé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On nous donne une version bis de ce plan Becker, mais sans le référendum. Le plan d'autonomie marocain avec des compétences élargies pour le peuple sahraoui, excepté les compétences bien sûr régaliennes. La défense, l'économie, etc., 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 etc.
Ce plan aujourd'hui, il n'est pas boiteux. Il est dans un coma profond. Personne n'en veut, y compris la France qui a envoyé à une des réunions une secrétaire. Donc, qui a mis en colère d'ailleurs les représentants. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, on a, même à l'intérieur de l'administration américaine, on a 3-4 versions différentes. Et ce qui est extraordinaire, et ça les Marocains, ça les fait un peu embêter, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce matin, on est à quelques heures du débat et du vote, jusqu'à ce matin, aucune couverture profonde dans la presse américaine. Ça veut dire que c'est un non-événement dans la presse américaine. Les Américains, ça les intéresse pas, le Sahara. C'est une affaire de Trump. C'est une trompette, hein. C'est une trompette. C'est même pas une symphonie. C'est une petite musique de salon qui va passer. Aujourd'hui, si vraiment les Américains et les sionistes qui sont derrière ont une grande préoccupation pour le Sahara, ça fait 6 ans qu'on attend un consulat israélien et un consulat américain. Je sais pas, peut-être Makinch Lajor, Makinch Sima, peut-être il manque des trucs les moyens de construire un consulat. Je sais pas ce qui se passe. Donc 6 ans, en pire que ça, dans une interview télévisée de Benjamin Netanyahu il y a quelques mois, voire une petite année, il parle de son bureau et derrière lui, il y avait sa carte. Il y avait la carte du monde. Et sur sa carte du monde, on voit quoi? On voit toute la carte du Moyen-Orient, y compris la Méditerranée. Le Maroc était amputé de son Sahara. On nous dit qu'on a normalisé pour avoir le lobby sioniste derrière nous, où on va récupérer le Sahara et on va transformer les Polisario en une poudre de scampette. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que eux, malheureusement, qui se sont en train de s'automutiler, de s'autoridiculiser. Et moi, ce qui me fait rire, je suis la presse marocaine depuis 5-6 jours. Et on assiste à une danse de ventre où la danseuse commence à se fatiguer. On est en fin de soirée. Vraiment, elle fait plus les mêmes mouvements, elle devient plus sexy. Ils ont tout donné au début. Ils ont tout donné. Maintenant, vraiment, en plus, tu vois, la danseuse, à la fin de la soirée, elle a trop bu, elle commence à... Le maquillage tombe. Voilà, exactement. Et on est vraiment à ce stade-là. Et apparemment, l'équipe marocaine qui s'est déplacée aujourd'hui, il y a 2 jours, les Américains ne prennent plus le téléphone. On décroche plus le téléphone. Y compris Bols. D'ailleurs, Bols, je tiens à rappeler les Marocains, il est venu en Tunisie, il a passé un bon moment en Algérie, et puis après, il passait par Paris, il est rentré chez lui. Le Maroc n'existe pas dans leur agenda. C'est quelques sionistes qui lui disent, n'oubliez pas le Maroc, on en a encore besoin de cette maîtresse. Faites-lui miroiter qu'on va l'aider Sahara et tout, parce qu'ils ont autre chose pour emmerder l'Algérie. Ils ont besoin d'autre chose pour emmerder l'Algérie. Donc ce territoire est très important pour eux pour titiller, voire emmerder l'Algérie. Mais l'Algérie est bien installée en Afrique, bien installée dans l'Organisation du africain, bien installée dans les BRICS, elle est bien installée partout. Donc ça ne sert à rien de perdre le temps avec l'Algérie. Je crois que aujourd'hui le Maroc se dissipe parce qu'il a des problèmes en interne, il a des problèmes à gauche à droite, et il est en train de faire sa dernière manœuvre pour séduire l'Algérie. Mais l'Algérie est une dame très difficile à séduire. Vraiment très difficile à séduire. Voilà. Justement, dans ce sillage, parce que on voit bien une très grande agitation des alliés, en tous les cas, des protecteurs, et j'utilise le mot à bon escient, et je sais pourquoi je le fais. Est-ce que, en réalité, ce qui est en train de se passer au Conseil de sécurité, c'est essayer d'offrir une sorte de victoire morale au Maroc, au Marzan et à Mohamed VI, par rapport à toutes les difficultés qu'il rencontre ces derniers temps. Des difficultés réelles et internes pour le peuple marocain. On a vu les manifestations de Gen Z, mais en réalité, c'est la suite
ou plutôt le résultat de toutes les difficultés et de toutes les luttes sociales réunies, parce qu'on a vu beaucoup de revendications, est-ce que ce n'est pas pour offrir une victoire morale, essayer de gagner du temps? Et après, je ne sais pas si je pose la question tout de suite ou pas, et Lekbir s'il veut intervenir après aussi, ou l'un ou l'autre, ou les deux si vous voulez, est-ce que ce n'est pas un retour du protectorat? Parce que réellement, quand on voit que les États-Unis prennent à bras le corps tous ces dossiers-là qui sont censés être des problèmes internes du Maroc, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de retour d'un protectorat, mais cette fois-ci avec plusieurs nations et pas seulement la France ou voilà. Je ne sais pas si vous avez compris le sens de ma question. Oui, Lekbir si tu veux, et ensuite Mohamed, bon, professeur. quand Mohamed est présent dans le live, j'aime bien l'écouter. J'aime bien écouter le professeur parce que, Ah, c'est la même chose, cher Lekbir. تفضل Wallah, تفضل. il m'excite beaucoup et c'est bon de trouver des gens intelligents avec qui tu vas discuter. Tout à l'heure, le professeur Mohamed avait dit qu'on n'est pas responsable si les Marocains ne lisent pas. Moi, j'ajouterais aussi, si le frère artisan me le permet, de qualifier les Ayash pour ne pas mettre tout le peuple marocain. Les Ayash aussi, ils ne lisent pas, comme le dit le frère Mohamed, mais aussi ils ne nous écoutent pas, et ce n'est pas de notre faute. Et ils ne voient pas, ce n'est pas de notre faute. Hassan II, le roi Hassan II, Mohamed tout à l'heure avait évoqué la Cour internationale de justice, un jour avant qu'elle délivre, c'est le problème du Sahara occidental. Il a fait une interview avec la presse française. Il leur a dit que Hassan II va accepter toutes les décisions prises par la Cour internationale de justice. Regardez comment ce monsieur il a menti au peuple. Comment il ment à son peuple. J'accepterai toutes les décisions prises par la Cour internationale de justice, y compris, même s'il le faut, intégrer 10 pays dans le processus de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Hassan II ne l'a pas respecté. Il n'a pas du tout respecté. Il a menti à son peuple. Mais je sais que le peuple ne voit pas les interviews de Hassan II parce qu'elles sont faites en français. Donc, à qui est fait cette interview? C'est l'Occident. Donc, mentir à l'Occident. Son peuple n'est pas concerné. Et d'ailleurs, Hassan II aussi, toujours Hassan II, je me rappelle bien qu'il avait, dans une autre interview avec la presse française, toujours c'est la France, subhanallah. Les interviews toujours sont faites en français. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Le journaliste lui dit le Sahara occidental. Regarde comment il a minimisé son peuple. Le roi dit oui, le monde entier a le droit, peut parler du Sahara occidental. Et le monsieur lui dit, et les Marocains? Il dit non, 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 les Marocains ne peuvent pas parler du Sahara occidental. Si un Marocain dit que le Sahara occidental, c'est la prison. Regardez comment il manifeste la dictature qu'il a envers son peuple. Le mépris. Ça, c'est... Et là, tout le monde, moi le Mauritanien, le Tchadien, le Burkinabé, le monde, l'Algérien, tout le monde entier peut parler du Sahara occidental, mais les Marocains, tu ouvres ta gueule, c'est la prison. Un seul Marocain a dit à Hassan II, le Sahara n'est pas marocain, et c'était un juif marocain. Il a fait 23 ans en prison. 23 ou 25 ans de prison. Pour revenir et dire, voilà, le Maroc joue sa dernière carte. C'est la dernière carte du Maroc. Et il va en profiter le maximum possible de Trump. Ce monsieur, il est malade. Ce monsieur, il est complètement malade. Ce n'est pas un politicien. Son équipe aussi n'est pas politisée. Ils ne comprennent absolument rien de la politique. Ils pensent que c'est une agence de mobilier. Et voilà, ils veulent louer le monde entier ou acheter le monde entier. La proposition faite par les États-Unis d'Amérique, moi j'aimerais bien si le docteur a compris, parce que moi, wallah, ma tête est bloquée. Et je ne le cache pas, ma tête, elle est bloquée. Mon esprit, mon cerveau est bloqué. Ils veulent avancer comme l'unique solution, l'autonomie sous la souveraineté marocaine. Et après avoir discuté avec les membres du Conseil de sécurité, ils ont ajouté aussi l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.
Moi, je ne peux pas avaler les deux en même temps. Je n'ai pas pu. Wallah, artisan, je n'ai pas pu. L'autonomie comme solution et aussi l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. J'aimerais bien que quelqu'un me l'explique parce que, Wallah, je n'arrive pas à comprendre. C'est Mon, antinomique. mon, mon cerveau a congelé. Il est congelé. Et surtout qu'il fait tellement froid maintenant, donc voilà, il est congelé. Ça n'a aucun sens. Ni juridique, ni politique. Juridique et politique. Mais les Marocains, ils acceptaient ils acceptaient l'autonomie sous la souveraineté marocaine. Tout ça va passer par quoi? Un référendum. Chivette. Un référendum. Donc vous refusez le référendum pour le peuple sahraoui, mais vous allez l'imposer un référendum où il y a seulement comme option la souveraineté marocaine. Pourquoi faire un référendum dans ce cas-là? C'est de la folie. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, ma question que je pose au professeur, est-ce que les Sahraouis, dans toute leur histoire, ont demandé l'autonomie sous la souveraineté marocaine? Est-ce qu'ils l'ont demandé pour que ceci soit imposé à eux ou proposé à eux? Parce que si tu ne demandes pas, ma maman me disait, si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Mais comment on peut me donner quelque chose que je n'ai pas demandé? Donc, tout cela est dans le but de forcer quelque chose qui n'est pas légal, qui est en contradiction totale avec le droit international. C'est ce que Trump il fait. Trump il ne respecte rien. Ce monsieur il est venu avec cette puissance américaine, il va en profiter lui aussi, et voilà, imposer à des pays. Il pensait que cette résolution pouvait passer, alors que non. C'est que nos frères marocains ne comprennent pas encore. Et moi j'irai au-delà de ça, que si cette résolution est imposée aux Sahraouis, bonjour à la guerre. Et une fois que la guerre déclenche, c'est dans toute la zone. Ça va embarquer la Mauritanie, ça va embarquer l'Algérie, et on va rentrer tous au feu. Mais qui va mourir? Qui va mourir? Qui va crever? C'est nous. C'est nous tous. On pourra en reparler d'ailleurs de ce sujet-là, prendre un peu plus de temps pour développer justement en fin de discussion, parce que c'est une très belle discussion. Alors je vais faire monter après, mais attendez, parce que je veux profiter au maximum de l'Ekbir et de Mohamed pour donner leur point de vue. L'Ekbir, si tu veux terminer, je t'en prie. Juste un petit truc. Le live sera rediffusé sur ma chaîne YouTube, donc ceux qui ont raté le début, vous pourrez retrouver par la suite. Je t'en prie, l'Ekbir. Non, moi j'aimerais bien que mon frère Mohamed, avec tout le respect, qu'il me décongèle mon cerveau parce qu'il est bloqué par la Professeur question. Mohamed. Wallah al-Azim, mon cerveau il est congelé. Comment on peut, professeur Mohamed, comment on peut proposer à un peuple une souveraineté marocaine, bon, l'autonomie sous la souveraineté marocaine, et en même temps l'autodétermination? Je sais pas s'il est là, le professeur Mohamed, il est muté, donc il est là. J'écoute attentivement vraiment l'analyse de Kbir, et j'écoute tout le monde et je lis en bas, donc vraiment la question de Kbir est très 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 pertinente à bien des égards. Alors, mais j'essaie vraiment de me focaliser sur le débat de ce soir. C'est la poser de cette façon-là et la voir sous un angle américain, il est antinomique. Mais les Américains ne sont pas à une antinomie dans leur comportement près. Donc, c'est des gens qui sont dans le paradoxe, dans l'oxymore, dans les contradictions. Et on a vu la manière dont on a poussé Zelensky sous l'administration Biden à faire la guerre. On l'a armé jusqu'au cou. Et la manière dont on l'a lynché, lui a craché dessus à la Maison-Blanche, en permettant aux journalistes de filmer en live. C'était des jamais vu dans toute l'histoire de l'administration américaine. Donc, proposer une chose et son contraire, ça ne m'étonne pas de l'administration de Trump, grand mania de l'immobilier, grand mania des affaires, beaucoup de dossiers de mœurs et d'éthique epsteiniens.
Donc, ce sont plus les habitués des îles d'Epstein que vraiment des centres d'études et de réflexion de géopolitique et de géostratégie. Si on fait aujourd'hui ou demain un sondage auprès des Américains pour savoir où se trouve le Sahara occidental, je vous assure, vous aurez beaucoup d'Américains qui vont vous dire, elle est en Amérique du Sud, elle est là, elle est en Chine, je ne sais pas, mais ils vont pas vous répondre ce que vous attendez. Donc, c'est pas une priorité. D'ailleurs, ce qui m'a fait rire, il y a 2 jours ou il y a 3 jours, les priorités de la presse, le New York Times, c'est pas n'importe quoi comme revue. La priorité, c'était quoi? C'était l'ouragan Melissa. Deuxième point, c'était les bourdes de Trump au Japon. Et puis, un truc qui concernait, bien sûr, la reprise des bombardements à Gaza. 3 points. Le reste, je veux dire, rien sur ce que les Marocains considèrent comme vraiment la réunion du siècle au Conseil de sécurité. Alors, revenons à ce Conseil de sécurité. J'essaie, si vous me le permettez, Monsieur Malik, de faire un petit éclairage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent, et on les a eus dans le live de Adnan et d'autres lives, qui prétendent que la science infuse en droit international, mais ils croient toujours que le Conseil de sécurité est composé de 5 membres. Alors, je tiens à rappeler qu'il y a les 5 membres permanents, et puis il y a 10 membres non permanents. Donc, au total, ça fait 15. Et les 15 ont le droit de vote, et ce droit de vote est le même pour chaque membre du Conseil de sécurité. Alors, jusqu'à aujourd'hui, selon sources très informées, vraiment très informées, on ne peut pas dépasser 6 votes au profit du plan d'autonomie. 6 votes, avec tout le lobbying français, le lobbying américain, on est à 6 votes. Alors qu'il faut minimum 9 votes et que la Russie prévoit, même si les 9 votes sont atteints et que le principe d'autodétermination et l'organisation des référendums ne se trouvent pas dans la résolution, ils vont faire valoir le droit de veto, comme l'ont fait valoir les Américains dans des moments beaucoup plus sombres, beaucoup plus sinistres, ça veut dire Gaza. Donc la main sale de la responsable américaine au Conseil de sécurité a chaque fois été levée pour saboter des résolutions de cessez-le-feu, à l'exception d'une où les Algériens, surtout le représentant permanent de l'Algérie, avait fait des pieds et des mains et d'une manière vraiment très héroïque et à portée humaniste, a pu arracher une abstention des Américains. C'est pour cela, on peut conclure, si les Américains ont cédé une fois aux Algériens, c'est que dans la balance américaine, l'Algérie compte beaucoup plus que le Maroc. Parce que céder aux Algériens, leur offrir une abstention pour un cessez-le-feu, par rapport à un ami et à un allié stratégique pour les Américains, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus de respect pour l'Algérie, pour le travail de l'Algérie, pour le pays algérien, etc. Donc, pour que ça soit clair à ce niveau-là. Donc, on est maximum à 6 voix. Si le vote aura lieu ce soir, on aura 6 voix maximum. On sera loin des 9 voix. Et je veux dire, et même si on ne sait jamais par un coup de surprise, les Russes, si il n'y a pas un respect total, du droit international, les Russes qui sont aussi les gardiens de la légalité internationale avec les Chinois vont faire valoir leur droit de veto. Et ça, la presse russe en parle, des responsables russes en parlent, et je veux dire, on le sait. Et voilà, donc ça c'est un point très important. Et les juristes marocains aujourd'hui, en dehors de la presse policière, la 360, Chauffe TV et Express, etc., je ne crois pas qu'il y a à l'intérieur de ces journaux des éminents spécialistes du droit international, je ne crois pas. Ce qui m'a étonné et ce qui continue à m'étonner, c'est qu'on n'a pas fait parler les éminents professeurs du droit international marocain. On les a pas amenés sur les plateaux pour qu'ils puissent s'exprimer
sur ça parce que je crois que le ridicule les a suffisamment tués. Aujourd'hui, je crois que on va plus sur ce volet du droit international. On sait qu'il n'est pas en faveur du Maroc, pas du tout. Tout le monde le sait et tout le monde en est conscient. On essaye de dire que le Sahara est marocain, le Maroc est au Sahara. Je tiens à vous rappeler que les Français étaient en Algérie pendant 132 ans. Après, ils ont pris la porte avec les pieds au derrière. Alors voilà, donc pas parce qu'on a annexé un territoire par la force, pas parce que, je veux dire, on a changé une gestion administrative en une annexion et puis une occupation, qu'on va s'éterniser. Je veux dire, les Indonésiens étaient au Timor oriental, ils sont partis, voilà. Et justement, je tiens à rappeler pour le Timor oriental, les gens qui disent que la question du Sahara, c'est l'Algérie. Bah écoutez, je vais vous dire aussi alors que le Timor oriental, c'était aussi l'Algérie. Parce que quand on voit le combat mené à l'époque par la diplomatie algérienne pour que le Timor oriental deviendra un État indépendant, et d'ailleurs, allez-y retourner aux archives des Nations Unies, les Algériens étaient les premiers au monde, le premier pays au monde à reconnaître l'indépendance du Timor oriental. C'est l'Algérie. Alors, peut-on dire à ce moment-là, est-ce que le Timor oriental, c'était l'Algérie? Non, pas du tout. L'Algérie n'a fait qu'appliquer des convictions, des principes auxquels elle adhère, c'est ceux d'opter pour l'autodétermination du peuple et le soutien des peuples. Cabral n'a pas parlé dans le vide quand il disait que la Mecque des révolutionnaires, c'était l'Algérie. Et je crois que cette devise est toujours d'actualité. Peut-être l'Algérie a vieilli, mais ses principes sont toujours à l'ordre du jour et ils n'ont pas pris une seule ride. Voilà. Donc, le débat va être très, très houleux, mais je vois que la presse marocaine, à partir de 16h ou 17h, elle est devenue très silencieuse. Donc, beaucoup de gens ont beaucoup d'appareils pour réanimer leur cœur parce que ça va être vraiment la grande surprise et la grande catastrophe. Et même les Aïcha, cet après-midi, je les ai pas trop entendus sur les lives, etc., etc. Donc, ils voient la tempête arriver. C'est plus l'ouragan Mélissa, mais ça sera l'ouragan Polisario. Voilà. Et donc, à vos ceintures, à vos médicaments antidépresseurs et à vos mouchoirs. Voilà. Merci beaucoup, professeur Mohamed. Je sais pas, Lekbir, si tu veux rebondir dessus, mais j'aurais bien aimé. Vas-y, Lekbir, vas-y, Lekbir. Non, vas-y, Lekbir d'abord. Non, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Mohamed. Je suis la presse marocaine moi aussi pour comprendre la propagande marocaine et ça fait un bon moment qu'ils sont en silence. Stand-by. Ce sont les ordres. Stand-by. Donc voilà, ils avancent absolument rien du tout. Tout à l'heure, j'ai lu dans un article espagnol et plus d'informations, plus de détails. Ils ont même dit que pourquoi reculer à la décision, c'est parce qu'il y a eu des oppositions très graves. Et ça peut même aller au-delà de l'immédiation de la diplomatie américaine. Et ils prévoient même que les Américains vont revenir sur leur plan de résolution. C'est-à-dire quitter complètement, c'est une analyse, ce n'est pas réel. Donc ils sont basés, d'après des informations du Conseil de sécurité des Nations Unies, que les Américains prévoient retirer la proposition qui est l'autonomie sous la souveraineté marocaine. Parce que ça n'a pas de sens. Tout à l'heure, j'avais dit que mon cerveau est bloqué. Chauffe. Les Américains proposent l'autonomie sous la souveraineté marocaine. Ok, on est d'accord, c'est ça? Et en même temps, ils ont introduit l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Dans l'autodétermination du peuple du Sahara occidental est inclus déjà l'autonomie comme solution. Parce que quand on veut exposer cette autonomie, l'autodétermination de ce peuple, on va lui poser 3 questions. La première question, l'intégrité, ils vont intégrer le Maroc.
La deuxième question, c'est l'autonomie sous la souveraineté marocaine. Et la troisième question, qui est l'indépendance. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on met l'autonomie comme solution et une deuxième solution, l'autodétermination. Parce que la première est déjà inclue dans la deuxième. Mais, mais en fait, la définition d'autodétermination en elle-même est en opposition avec cette chose qu'on appelle l'autonomie. Puisque l'autodétermination, Non, c'est la non, 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 détermination. pas du tout. Pas du tout. Non, je vais aller au bout pour que tu comprennes. L'autodétermination, c'est la détermination du statut politique d'un pays par ses habitants. Mais à partir du moment où c'est les Américains qui ont décidé que ça allait être l'autonomie, donc le statut politique, ça allait être l'autonomie, on ne peut plus parler d'autodétermination, parce que la détermination a été faite par les Américains. Sauf si, c'est ce que je dis aujourd'hui, on tombe dans un non-sens juridique, et c'est là où c'est de la folie. Peu importe ce qui sera décidé, ou voté ou pas voté, on tombe dans le ridicule. Et je tiens à signaler que le Front Polisario, donc représentant du peuple sahraoui, a dit qu'il ne participerait à aucune de ces blagues ou de ces supercheries ou des spectacles dont Trump a l'habitude, parce qu'il est animateur télé, etc. Donc le peuple sahraoui ne participera pas à ça. Je t'en prie, lecteur, ou professeur. C'est qu'ils ont bourré le monde. Ils ont bourré les gens. Ils ont dit l'autonomie sous la souveraineté marocaine. Ce qu'on doit comprendre comme option A. Option B, les deux vont dans le même sens. On va proposer les deux, l'autonomie et l'autodétermination. L'autonomie, c'est compris, c'est la souveraineté marocaine, voilà, c'est bien. Mais c'est quoi l'autodétermination? L'autodétermination est expliquée par une résolution de l'ONU, la 1541. La 1541 dit quoi? On va exposer 3 questions à ce peuple pour que ce peuple puisse s'autodéterminer. Quelles sont les questions? Première question. Bon, c'est un choix. Donc on te donne 3 choix. Ok? On te donne 3 choix. Le premier choix, c'est s'intégrer dans le pays du Maroc. C'est-à-dire que tu deviens marocain. C'est fini. La souveraineté est marocaine. La deuxième option, c'est de choisir l'autonomie sous la souveraineté marocaine. Souveraineté marocaine, tu as compris? Autonomie dans la souveraineté marocaine. Troisièmement, l'indépendance. Mais le plan A est déjà dans le plan B. Donc c'est ça, moi je n'arrive pas à comprendre comment ces gens ont pu camoufler et mixer tout cela. Et les Marocains ne comprennent rien, les Ayash ne comprennent rien, ils te disent soit l'autonomie, soit l'intégration. C'est faux. Monsieur le Kbir et Monsieur Malik, si vous permettez une petite clarification, on revient d'une manière, sans le citer, on revient vers le plan Baker. C'est ce que les Américains font. Baker, il faut pas l'oublier, c'est un républicain. C'est un républicain et c'est un plan. Et ce n'est pas du tout un projet comme essayent de le prétendre les Ayacha. Le plan Baker n'est pas un projet. Laysa mashrou' huwa khutta. C'est un plan. Wa mukhattat. Alors, en droit international, il y a une notion de différence. Alors que la dernière fois, j'ai vu des gens qui prétendent avoir la science infuse, des spécialistes en droit international, disaient que c'était un projet. Alors, je disais, interpellez l'intelligence artificielle et si il vous dit que c'était un projet, je vous donnerai ce que vous voulez. Mais ils m'ont descendu, mais c'est pas grave. Ça, c'est les IHA, c'est comme ça qu'ils débattent. Donc, on revient tout doucement vers le plan Baker. Alors, le plan Baker nous dit quoi? Et considère, si vous voulez, l'autonomie comme une phase transitoire qui va nous amener vers le référendum de l'autodétermination, mais comme une phase transitoire, marhala intiqaliya. C'est pas marhala nihaiya. Alors que les Ayacha essayent de le vendre comme une phase définitive. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Belkbir. Si l'autonomie est une phase définitive, et si l'autodétermination de l'autre côté, là, il ne reste qu'à frapper notre tête contre le mur pour qu'on puisse essayer de comprendre. L'autonomie comme une phase de transition, ça veut dire préparer les modalités, mettre à jour les listes, etc., etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, le peuple sahraoui a été complètement démantelé de chez lui. C'est un peuple palestinien bis. Heureusement, il y a l'Algérie à côté
qui a pris en charge ce peuple, son éducation, sa santé, son alimentation, sa culture, etc., etc., son organisation politique, etc., etc., avec l'aide, bien sûr, du HCR. Sinon, ce peuple aura été un peuple, comme on dit, le musharradin wa laysa sha'b shatat. Donc, on sera vraiment dans d'autres logiques. Et c'est pour cela que je dis, Dieu merci, il y a eu l'Algérie, il y a eu les Algériens, il y a eu le pouvoir algérien qui a su vraiment prendre dans ses bras ce peuple qui était condamné à disparaître à cause vraiment de la purification ethnique marocaine, parce qu'ils voulaient leur faire subir le même sort que les Palestiniens ont subi à cause de la Nakba. Mais ni l'un ni l'autre n'a disparu. Donc ils sont encore debout et ils revendiquent leurs droits au sein des grandes organisations onusiennes. Donc si plan autonomie existe, ça ne sera qu'un tremplin pour aller vers le référendum pour déterminer l'indépendance ou autre chose. Là, c'est au peuple sahraoui de choisir. On ne doit pas intervenir dans ses choix. Mais ça peut être qu'une phase transitoire. Donc, mais pas une phase définitive. Donc, le plan d'autonomie, marhalan tiqaliya. Donc, un processus transitoire. Et c'est ce qui a été mentionné dans le plan Becker au début des années 2000 et que les Marocains, je tiens à le rappeler, avaient refusé. Et maintenant, comme on dit chez nous, on demande le panier sans les raisins. Quand le bous alors qu'avant, dans le panier, il y avait le raisin, il y avait tout. Et aujourd'hui, vous revenez à un plan que vous avez rejeté. Donc le Maroc, il est dans une logique borderline, quasiment à la limite de psychopathie. Donc vraiment, ce sont des vrais psychopathes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont c'est la plus mauvaise diplomatie de ces 30-40 dernières années sur le plan international. Ça me rappelle un petit peu la diplomatie ukrainienne, parce que c'est un danseur du ventre qui est à la tête de l'Ukraine. C'est un ancien danseur, un ancien comique raté, et j'ai l'impression que Mohamed VI, je ne sais pas ce qu'il fait dans les marais, mais peut-être il apprend à devenir danseur aussi dans les marais, etc. Mais il a aucune, je veux dire, aucune habilité en termes politiques, en termes diplomatiques, et son entourage la même chose, sont plus des habitués de boîtes de nuit, etc., etc. Et voilà, ça donne un fiasco pour le Maroc, ça donne donc un fiasco pour le débat démocratique à l'intérieur du Maroc. Moi, je comprends pas une question dont les Marocains s'engagent chaque année à verser près de 2 milliards de dollars, et il n'y a que le roi qui peut décider dans cette question-là. Et je rappelle un fait historique que tout à l'heure j'avais oublié. Après Freetown, quand Hassan II est revenu, avec l'idée du principe d'organisation du référendum, il y avait des opposants politiques marocains, entre autres, à l'intérieur du Parti du Progrès et du Socialisme et à l'intérieur de l'Union des forces populaires socialistes, donc d'Abdelrahim Bouhabid. Qu'est-ce que Hassan II a fait? Il les a pris tous, il les a jetés en prison, avant de les enfermer après, suite à des pressions françaises, avant de les mettre à résidence surveillée parce qu'ils avaient contesté le principe du référendum. Sur ce principe de référendum, pour lequel toute la gauche marocaine était condamnée en 77, la gauche marocaine marxiste, léniniste, tout à l'heure Belkbir parlait d'Abraham Serfati, de Sion Azidan, Jamal Ben Omar, de Chaoui, etc. Tout ce groupe de 77 qui était condamné à des peines de prison après avoir été torturé justement parce qu'il prenait il faisait la promotion du principe d'autodétermination du peuple sahraoui. Il y a même ceux qu'on a jetés dans les bains de Tezmamart pour ça. Et en 93, Hassan II revient avec la même chose que pour lesquels les gens ont été condamnés à des peines de prison incroyables. Donc moi je peux, voilà, moi je peux, mais vous ne pouvez pas. On est quasiment dans cet esprit de Louis XIV, l'État c'est moi, le Maroc c'est moi. Donc c'est la Zdriba Diallo, c'est sa ferme. D'ailleurs, c'est sa ferme personnelle. Et je termine avec une petite anecdote, mais qui est vraie. Un jour, Mohamed VI, donc à l'époque prince héritier, une chaîne française faisait un reportage sur le collège royal, sur la vie du prince, etc., etc. Et on lui pose toute une série de questions. Et parmi les questions qui m'avaient à l'époque interpellé, on lui pose la question suivante. Eux, ils s'attendaient à une question politique, à une réponse politique, philosophique, je ne sais pas quoi, mais il était ado à l'époque. On lui dit, que représente pour vous le Maroc, Majesté?
Vous savez ce qu'il a répondu? C'est la ferme de mon père. C'est la ferme de mon père. Mazra'atu abi. Pour vous dire les débats qu'il y avait autour des tables au dîner avec leur père. Il leur disait que c'est notre ferme, c'est notre propriété. Ou le baqi, c'est des petits sujets, raïa, et puis voilà, on est les grands bergers, et tout le reste c'est des moutons, et puis il y a quelques sujets, etc., etc. Voilà, et je m'arrête là, et merci beaucoup de m'avoir donné vraiment la parole. Merci à vous, professeur, c'était très intéressant. Alors, je fais monter Excellence, j'espère que ça se passera bien, qui est, je pense, marocain. On a le professeur Betchoui qui est marocain, en tous les cas qui est du RIF, comme il l'a dit, l'Ekbir mauritanien. Donc, je ne sais pas si le professeur ou l'Ekbir, ça vous dérange de discuter, si vous préférez qu'on continue comme ça. Je veux bien, parce que je veux pas vous mettre en porte-à-faux. Sinon, on donne la parole un petit peu à Excel. Hein, Oh, l'Ekbir? dans le respect, il n'y a pas de problème. S'il y a un respect qui Ah s'impose, non, non, voilà. non, moi, je même pas le temps. Le moindre manque de respect, il se retrouve en bas. Non, mais la spécialité d'Excellence, moi je vais vous le dire d'une manière terre à terre, euh, euh, il a entre ses mains et dans sa tête la propagande marzénienne, jusque-là ça me dérange pas, mais il a une approche de communication, elle est vieille comme ma grand-mère si vous voulez, qui est déjà morte depuis 50 ans, c'est qu'il personnalise le débat. Tu vois, il va nous attaquer personnellement, etc. Et il va pas. Non, non, je vous le dis. Et il va dire Oui, oui, justement. a dit le prophète data. Et ça, on l'a déjà eu chez Adnan, on a déjà. Et donc, D'accord. nous, on est là, on a presque 800 personnes. Et là, et je veux dire, le moment C'est est mieux. très important. Exactement. Voilà, donc le moment est très important et beaucoup de gens qui nous suivent, moi j'en suis certain, il y a plein, je vois ça dans les commentaires, il y a beaucoup d'habitués qui me suivent, viennent pour vraiment se construire et s'instruire. J'ai pas la prétention, mais je donne deux cours. Il y a un cours qui s'appelle Analyse socio-économique du monde arabe, l'autre qui s'appelle Analyse sociopolitique. Et dans l'analyse sociopolitique, je consacre 20 heures à tous les conflits de l'Afrique du Nord, entre autres le Sahara occidental. Donc je la connais dans tous les sens. Alors, vous avez quelqu'un, entre autres, excellent, qui monte la dernière fois pour contredire quelqu'un en lui disant, espèce de, je sais pas ce qu'il a utilisé comme terme, il y a que 5 membres dans le Conseil de sécurité. Alors là, tu comprends très vite On passe à autre chose. Voilà. On passe à autre chose, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, professeur Mohamed. Au contraire, c'est très intéressant. L'Ekbir, alors justement, on peut élargir un petit peu. L'Ekbir, si tu as quelque chose à dire, je t'en prie, hein, parce que c'est très très intéressant. Tout le monde en profite et moi-même j'en profite justement des interventions. Donc l'Ekbir, si tu veux ajouter quelque chose, sinon on peut élargir un petit peu. Vas-y, je t'en prie, l'Ekbir. Non, vous pouvez élargir le débat si vous voulez bien. Mais bon, moi, je ne veux pas monopoliser le live. Donc, pour dire à ces gens, à 770 personnes qui sont là, ne vous inquiétez pas. Le problème du Sahara occidental n'est pas inquiétant. Il y a un droit international qui doit être respecté. Les Américains, ils vont se faire humilier devant le monde entier. Parce que la Russie, la Chine et la Grande-Bretagne, il ne faut pas l'oublier, la Grande-Bretagne, elle a dit qu'elle défend le droit international. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on doit faire un grand débat. Justement, sur ce point-là, est-ce que, parce que on a vu qu'il y avait beaucoup de nations membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité, la Grande-Bretagne, hein, qui pourtant soutient le plan d'autonomie. C'est ça qui sont réticents à justement bafouer le droit international. Est-ce que ce n'est pas s'il y a la branche sur laquelle il se trouve? Est-ce que si les Américains s'amusaient à faire passer de force, peu importe les raisons, peut-être que la Russie ne mettrait pas le veto pour ne pas justement faire s'effondrer tout le système international. Parce que j'ai l'impression que le Sahara occidental est devenu une question, c'est est-ce qu'il y a réellement un droit... On l'a vu avec Gaza, on l'a vu, mais c'était, ils jouaient avec les artifices, etc. Là, sur la question du Sahara occidental,
Le Sahara occidental est dans la est inscrit à la 4e chambre de l'ONU sur la décolonisation. Le Sahara occidental est inscrit sur la liste des territoires non autonomes. Il y a des procédures juridiques et non pas politiques pour sortir un territoire de la liste des territoires non autonomes. D'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie elle-même se trouve dedans et la France, pourtant membre permanent du Conseil de sécurité, n'a jamais réussi à la faire sortir. Est-ce que certaines nations, si elles s'amusaient à faire ça, ne ferait pas s'effondrer en réalité le système international mondial, le droit international, comme on dit. Si vous avez Oui, il y a des voix qui se sont levées au niveau de l'ONU. On commence par l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui par des discours publics à l'Assemblée générale des Nations Unies. Des critiques envers le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que ce Conseil de sécurité des Nations Unies ne fait pas son boulot. Donc vous avez les Africains qui ont commencé à lever la voix, vous avez les Sud-Américains qui commencent à lever la voix, et tout récemment le ministre des Affaires étrangères de la Russie en personne, il avait critiqué le rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il avait cité deux problèmes. Il avait cité le problème de la Palestine et il avait cité aussi le problème du Sahara occidental. Donc cette institution de l'ONU, il y a des révoltes, il y a des gens qui se révoltent parce que voilà, les 5 permanents monopolisent le monde entier. C'est pour cela que l'Afrique veut avoir 2 représentants permanents qui ont le même rôle que les 5 pays membres. Là, ça va donner un peu la balance. Tout à l'heure, le professeur Mohamed a expliqué, mais il n'est pas allé très loin. Il a expliqué qu'il faut avoir 9 voix sur 15 pour que cette résolution passe, et elle n'est pas effective aussi. Elle peut passer et ce n'est pas une obligation de la respecter. Parce que quand on regarde, toutes les résolutions sont passées par l'ONU, 70 résolutions, 70 sur le Sahara occidental. De ces 70 sur 70, 100% qui disent que l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Est-ce qu'on l'a appliqué? Non, on ne l'a jamais appliqué. Donc, même si ils disent que le Sahara, l'autonomie sous la souveraineté marocaine, ce n'est pas une obligation que les Sahraouis vont accepter, ou on peut les imposer cette solution. Mais il faut comprendre le système. Comme l'a bien dit le frère Mohamed, il faut avoir 9 voix. 9 sur 15. C'est quoi 9 sur 15? 9 pays qui vont dire oui. Dire oui. S'abstenir, ça va aller dans le sens des Sahraouis. S'abstenir de voter, ça va aller dans le sens des Sahraouis. S'opposer, ça va être dans le sens des Sahraouis. Et accepter, il faut avoir 9 sur 15. 9 pays sur 15. Donc, ce n'est pas facile d'avoir 9 pays sur 15. Et ça, sans compter le veto. Une fois que c'est l'Inde utilise le veto, c'est fini, on arrête tout. Tout est arrêté. Tout est arrêté. Donc, les Marocains, les Ayash, pardon, ne dansez pas, ne pensez pas que la fête a commencé ou vous avez gagné quoi que ce soit. On est devant 2 solutions. Soit on va aller à la solution pacifique, qui est l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, et que le meilleur gagne, ou bien c'est la guerre. La guerre, ça va engendrer tout le monde. Tout le monde. C'est ce que les Ayash ne comprennent pas. Donc ils vont mettre leur pays en danger. Et une fois qu'on déclenche la guerre, et on sait tous, on n'est pas si bête que c'est là, on sait qu'on prépare la guerre, ça fait des années, le Maroc commence à s'armer, les Émirats arabes unis, ils ont acheté, je ne sais pas, 15 avions de chasse pour les Marocains par le biais de la France. Donc on commence à armer le Maroc contre qui? Contre le Polisario. Mais vous êtes malade ou quoi? Donc on n'est pas si bête. On sait tous que la guerre se prépare contre l'Algérie. Par le biais du Maroc. Ça, c'est évident. Et on va essayer par tous les moyens. Tout à l'heure, ils avaient essayé de qualifier le Polisario d'organisation T. Ça a été fait par l'initiative d'un sénateur. Un sénateur américain, il a proposé au Sénat. Le Sénat l'a rejeté complètement. Donc, on va essayer par tous les moyens de qualifier cette organisation ou ce mouvement d'une organisation de T. Comme ça, les Algériens ne pourront plus les défendre.
Sinon, on va dire l'Algérie défend un groupe T. Hmm. Et une fois que c'est fait, voilà, ils auront l'occasion de bombarder l'Algérie. Vous avez vu, c'est comme ça qu'on essaie de chercher la guerre à l'Algérie. Et l'Algérie, elle est voulue. Quand vous écoutez par exemple les médias français, H24 c'est l'Algérie. H24 c'est l'Algérie. Donc on prépare la guerre. Et vous avez un ennemi connu de tous, les Sions, bon, Israël. Bon, moi je le cache pas. Israël, c'est l'ennemi numéro un de l'Algérie. Et quand on regarde aussi dans le plan, la géographie de tous les pays arabes, le seul pays arabe qui tient aujourd'hui, c'est qui? C'est l'Algérie. Tous les autres pays ont été détruits. L'Irak, la Syrie, la Libye. Qui reste? Que les gens qui ont normalisé avec Israël ou l'Algérie? Donc, cette guerre, elle est calculée. Et moi, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y ait pas de guerre. Je ne veux pas de guerre d'Amazon. Ça va m'engager, moi, le Mauritanien, ça va engager tout le monde. Et au final, ils vont nous détruire, ils vont nous rendre à 100 ans, à 200 ans en arrière. Donc, voilà, moi, personnellement, c'est ça mon analyse. Et je ne crois pas que les Russes, je ne crois pas que ces pays, les autres membres vont l'accepter. La Somalie, la Slovénie et tous ces pays, ils vont pas l'accepter. Ils vont jamais l'accepter. Il faut bien rappeler que la Somalie est l'ennemi numéro un des États-Unis d'Amérique. Ils ne s'entendent pas sur beaucoup de choses. Et voilà, bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Hmm. Merci beaucoup, Lekbir, c'est très intéressant. Professeur Betui, si vous... Oui, oui, bien sûr. Alors, moi, je voulais vraiment rebondir sur ce qui a été dit par le Gbir. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et aussi vous-même, cher Malik, le dossier est sur la table de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies. D'accord? Donc, la commission de la liquidation de la colonisation. C'est une première des choses. Et la reconnaissance des États passe par, ça veut dire la reconnaissance définitive des États passe par le vote de l'Assemblée générale des Nations unies. Pourquoi? Parce que là, tous les pays du monde votent au Conseil de sécurité. Ce sont souvent des résolutions qui ont un caractère urgence, mais pas un caractère qui va permettre l'émergence des États. Donc la reconnaissance des États, on l'avait vu avec, la résolution 181, malheureusement pour les Palestiniens, a été votée à l'Assemblée générale des Nations unies, le Timor oriental, tous les États qu'on a pu reconnaître et puis les faire adhérer par la suite aux Nations unies passent par l'Assemblée générale des Nations unies et non par le Conseil de sécurité qui va se réunir ce soir. Alors, secondo, il y a un élément très important. On constate de plus en plus que le Sud global commence à sortir du sable, à prendre forme et à retourner à la formule des non-alignés. Et on voit qu'à la tête de ce mouvement, bien entendu, il y a l'Algérie. Donc, il essaie de l'organiser, de le structurer, etc., etc. Les Russes en sont conscients. En sont conscients qu'il y a une force émanante du Sud global. Et ce Sud global, aujourd'hui, d'une manière indirecte ou bien de facto, considère la Russie comme son porte-parole à l'intérieur du Conseil de sécurité. C'est pas l'Amérique qui est le porte-parole du Sud global. Pas du tout. C'est un peu la Chine, mais vraiment, la Russie reste l'espoir de ce Sud global. Et je crois que ce soir va manifester, si vous voulez, son avis, mais aussi va exprimer l'avis de ce Sud global qui a admis en son sein, surtout le Sud global africain,
qui a accepté dans sa grande famille qui est l'Organisation d'unité africaine, la République démocratique sahraoui, elle est membre de l'unité africaine. Alors c'est pas un bâtard. Leur bras politique, qui est la race, est reconnu au sein de l'Organisation d'unité africaine. Il assiste aux réunions de l'Assemblée générale des Nations unies, il assiste à beaucoup de réunions. Donc ce n'est pas un bâtard, ce n'est pas, je veux dire, un État hors la loi. Et donc l'Organisation d'unité africaine est une organisation reconnue par les Nations unies en tant que telle. Donc, moi, je trouve que ce soir, les 5-6 voix ne seront pas suffisants, même si on arrive au vote, parce que le texte est potable, mais les 6 voix ne seront pas suffisants, donc automatiquement, le projet de résolution sera rejeté, et donc le Maroc retournera bredouille, comme c'était le cas par le passé. Elle a souvent plié bagage, et on parle... dans le texte, bien entendu, de la prorogation ou le prolongement de la mission de la MINURSO pour 6 mois minimum, voire 1 an. On parle maintenant d'1 an, alors qu'au départ, on disait 3 mois. Ça, c'est les Américains, ils font du business en termes de négociation partout. Ils disent on va donner 3 mois, peut-être ils demanderont 4. Non, les gens, donc avec une approche juridique, avec une analyse juridique, il faut aller jusqu'à 1 an, etc. Alors, la grande question qui se pose aujourd'hui, et je crois que beaucoup de spécialistes commencent à y répondre tout doucement, le plan d'autonomie n'est ni faisable ni viable. Il n'est pas faisable juridiquement, il n'est pas viable à bien des égards. اسمح لي professeur, apparemment artisans ont écrit dans les commentaires que Wahran a une information concernant l'ONU. Wahran. D'accord, continuez le professeur Mohamed, je vais essayer de le trouver. Ah d'accord. Donc, il n'est ni viable ni faisable à bien des égards. Alors, je reviens sur un point qui était très important, qui a été évoqué par Belkbir, bien sûr en cas d'impasse, mais je veux dire, le Maroc qui n'a pas rempli ses obligations, celle d'organiser un référendum d'autodétermination, retourne vers la guerre. Et ça sera à ses torts, parce que c'est lui qui n'a pas respecté ni les accords de cessez-le-feu, ni d'autres accords internationaux qui l'ont précédé, à savoir les accords de Madrid, etc., etc. Alors, est-ce que le Maroc a les moyens de mener des guerres quand il y a déjà des guerres en interne? Je veux dire, le Hirak de Rif, on l'a vu par le passé, le Hirak de Jrada, le 20 février, maintenant Génération Z, etc. Et puis, est-ce que le Maroc peut mener la guerre tout en organisant aussi en même temps la Coupe du Monde, bientôt la Coupe d'Afrique, peut-être d'autres événements? Est-ce que vraiment on peut faire la guerre et en même temps organiser des événements qui ont un caractère de paix et de fraternité humaine internationale? Je ne crois pas. Là, on est encore dans une grande antinomie. On essaye de fraterniser avec la planète, mais on écrase un peuple. Donc, à ce moment-là, si on démarre la guerre, et si on permet encore au Maroc d'organiser la Coupe du Monde, comme si c'est permettre aux Israéliens d'organiser les Jeux Olympiques. Donc, ça sera vraiment la même chose. Donc, je ne crois pas. Donc, et d'ailleurs, eux-mêmes, je veux dire, les autorités marocaines, ils en sont conscients. Il y avait 2 événements très importants ces derniers temps. Le discours du trône du roi Mohamed VI, où il n'a pas touché un seul mot sur cet événement, ni la Coupe d'Afrique, ni la Coupe du Monde, y compris aussi pendant l'ouverture du Parlement. Il n'a pas parlé de l'événement de la Coupe du Monde, ni celui de la Coupe d'Afrique. Donc là, on se pose des questions sur vraiment la faisabilité de ces 2 événements que les Aïacha avaient accueillis avec trompette, avec chichat, avec
beaucoup de choses. Donc voilà, je me pose des questions à ce niveau-là. Moi, je crois que le Maroc n'a pas les moyens d'entamer une guerre. Les Israéliens ne s'engageront pas avec lui. Ils ont beaucoup à faire au Moyen-Orient vis-à-vis des Palestiniens par rapport aux Libanais. Maintenant, il y a un foyer qui vient de se déclencher en Syrie. Et puis les Iraniens, bien entendu, c'est pas encore fini. Je ne crois pas qu'il va mobiliser ses armes, sa technologie, ses hommes, ses femmes pour venir aider un pays dont il ne reconnaît même pas le Sahara. Donc voilà. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire et merci. Merci beaucoup. Ben écoutez, c'était très passionnant. Justement, je vais vous donner la parole de la fin, parce qu'on va mettre fin au live, ça fait 2 heures qu'on est là. Mais on reprendra des sujets, ça sera intéressant. Si vous trouvez intéressant de monter, intervenir, n'hésitez pas. Lekbir, à toi la parole pour le mot de la fin. Mohamed, professeur Mohamed, si vous voulez partir, si vous êtes pressé, faites comme vous voulez, vous connaissez de toute façon, vous arrangez entre vous. Barakallahu fik, khoya artisan, et merci au professeur Mohamed qui a donné beaucoup d'importance de ma part dans ce live. Et comme je l'ai toujours dit, j'aime bien l'écouter, fermer mon micro et écouter le professeur. Donc, il y a absolument rien de nouveau. Absolument rien de nouveau dans le problème du Sahara occidental. Donc, on est devant 2 options, la paix ou la guerre. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on ouvre un autre live sur la guerre, parce que moi, je suis concerné. Moi, Mauritanien, je suis concerné. J'ai une guerre qui est à mes frontières au Mali. J'aurai une autre guerre qui est à mes frontières avec le Sahara occidental. Bien vu que les Marocains poussent le mur de la honte vers des territoires mauritaniens, que la Mauritanie avait porté plainte à 1000 reprises à l'ONU. Et c'est-à-dire que s'il y a une guerre qui va déclencher, ça sera dans le territoire mauritanien. Donc mon territoire, moi, mauritanien, va abriter une guerre. Et là, la Mauritanie sera dans l'obligation de sortir, de prendre une position. Et n'oubliez pas aussi que si la souveraineté est marocaine, il y a un autre problème qui va dégager. Les Marocains, il y a un autre problème qui vous attend, la Guerra. La Guerra est sous la souveraineté mauritanienne. Et la Mauritanie ne va pas la céder. Ne cédera jamais la Guerra. Donc, on va se préparer aussi à une autre guerre. Ça, c'est un autre débat qui dépend de cette résolution qui, espérons, moi j'en suis sûr et certain, convaincu, très tranquille, qui ne pourront pas sortir de la logique et du droit international. Impossible. Impossible, sinon l'Algérie, bonne chance à vous, occupez le Maroc demain et vous proposez aux Marocains une autonomie sous la souveraineté marocaine. Assalamu alaikum. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour le live. Merci, professeur Mohamed. Merci à tous ceux qui sont dans ce live. Et bon, on se retrouve, Inch'Allah, très prochainement, Inch'Allah. Avec plaisir, Inch'Allah. Merci à toi, Lekbir. T'es le bienvenu quand tu veux. Professeur Mohamed. Voilà, je vais vite répondre à 2 Aïcha en bas. Alors, première des choses, il y a une résolution qui condamne fermement l'organisation de la marche verte et son déplacement vers le sud. Il y a une résolution du Conseil de sécurité. D'accord? Allez-y, cherchez cette résolution. Si on ne vous l'a pas dit au Maroc, moi je vous le dis ici sur ce plateau. Ça, c'est la première des choses. Il y a une résolution du Conseil de sécurité qui condamne fermement la marche verte. Déjà à l'époque, c'était en 75. Donc, pour que ça soit clair, voilà, ça c'est le premier élément. Le premier à avoir violé les accords de cessez-le-feu de 91, c'était les Marocains en 2019 à Guerguerat. Allez-y voir vos archives. Les Sahraouis ont été tout le temps des fidèles et des gens, des bons élèves, ce qu'on appelle the best in class en droit international, des résolutions des Nations Unies. Ils ont été vraiment très résilients, très patients, très corrects pour respecter tout ce qu'ils ont signé. Et ça, tout le monde le reconnaît au niveau international et tous les centres du droit international. En tout cas, les centres que je connais, quand je vais assister à des séminaires en interne, à chaque fois, on évoque ce côté bon élève de classe, donc le best in class, par rapport aux Sahraouis. Les voyous, comme je vous l'avais dit, le terme a été lâché plusieurs fois à propos du Maroc dans ce volet-là. Le voyou, donc l'État voyou, c'est le Maroc. Donc arrêtez de faire des commentaires de batata en bas qui ne sert à rien.
Non, on vous avance des arguments. J'avais pas préparé, sinon je vous aurais donné le numéro de la résolution exacte. Mais vous allez faire la résolution condamnant la marche verte. C'est dans les 379, 304, mais j'ai pas le chiffre exact. Parce qu'à chaque fois vous vous trompez de chiffre, ils commencent à faire des commentaires. Ah, vous voyez, il connaît rien. Non, non. J'ai pas toutes les résolutions en tête, On mais la sortira la prochaine fois. voilà. Donc, mais je sais que vous mettez sur Google la résolution condamnant la marche verte et la violation du cessez-le-feu, c'était le Maroc. Et il y avait même une résolution à ce niveau-là, à Guergarat, ça c'est connu, etc., etc. Donc, arrêtez de mettre donc sur le dos du Polisario tous les malheurs du Maroc et surtout les violations des droits internationaux marocains. Donc, pour que ça soit clair, je veux dire, aujourd'hui, quand on prend les rapports d'Amnesty International depuis 75 jusqu'à aujourd'hui, le Maroc est montré du doigt dans les violations des droits de l'homme, dans la déportation des Sahraouis, de l'Ayoun, de Ouad Dahab, vers des bandes de la mort, comme les bandes de Tezmammart, comme Qal'at Mgouna, comme Agdaz, etc., etc., Qanitra. Il y a des prisonniers marocains qui ont fait des témoignages, qui ont avoué que dans leur cellule, ou à côté de leur cellule, il y avait des gens du Polisario. À Agdaz, il y avait des femmes, etc., il y avait une cellule spéciale femmes qui venaient du Sahara, où ils ont passé 17, 18, 19 ans, entre autres. Moi, je connais une dame, la sœur de Monsieur Chira, Mohamed Chira, etc., qui a passé 17 ans à Qal'at Mgouna. Donc, on vient pas nous raconter des histoires. Donc, on connaît des gens. Le Maroc n'a pas été correct et était vraiment un État voyou dans ce volet-là. Il n'a pas respecté ses engagements et donc, il est temps qu'il s'en aille et laisser ce territoire à ses vrais propriétaires qui sont les Sahraouis qui se sont battus pour ce territoire durant toute leur existence. Et un autre élément, et c'est dans un message, juste après le feu vert pour la marche verte, ce discours qui tourne maintenant, je crois que tous les Marocains ont entendu la vidéo. Si tu rencontres un Espagnol, donc serre-lui la main, prends-le dans tes bras, fais-le rentrer dans ta tente. Excusez-moi, cher Aïcha, il n'y avait pas de Marocains au Sahara alors, puisqu'il parle des Espagnols. Donc il n'y avait que des Sahraouis seulement et des Espagnols. فعلاش ما قال لهمش واذا التقيتم باخوانكم المغاربه صافحوهم وعانقوهم. Pourquoi il n'en a pas touché un mot? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de Marocains au Sahara, il y avait des Sahraouis et vous avez été là-bas pour régler vos problèmes internes. Ça veut dire éloigner votre armée. Après les deux coups d'État militaires de 71 et de 72, Kissinger vous a suggéré la seule solution pour la pérennité de la monarchie, c'est d'éloigner les casernes de l'intérieur du pays et de les ramener loin, loin, loin. Alors on leur avait suggéré de faire la guerre contre l'Algérie. À l'époque, lui-même, Hassan II avait répondu à Kissinger. Et Kissinger en parle dans ses mémoires. Hassan II lui a dit: j'ai décapité mon armée après le premier et le deuxième coup d'État. Il avait tué ses généraux, ses officiers, ses pilotes. Alors, je vais faire la guerre avec quoi? Je n'ai plus rien. Il me faut 20 ans pour reconstituer mon armée. Et donc, il lui a dit: oublions l'option algérienne. Je ne peux pas faire la guerre contre l'Algérie pour liquider une armée qui m'embête. Donc, il fallait l'amener vers le sud. Comme ça, on peut lui inventer des petits escarmouches, etc., etc. Et voilà pourquoi Hassan II voulait gagner du temps. Le temps de ranger cette armée par la corruption, et l'on a réussi. Aujourd'hui, on n'a pas une armée, on a une bande de mafieux, les Escobar du désert, les trafiquants de Marlboro. On a même le roi du Marlboro à l'intérieur de l'armée marocaine. On a même les généraux de la farine, on a même les généraux le lait. On les appelle comme ça, général le Hlib. Parce que le Hlib subventionné qui venait du Maroc, mais il le traficotait, il le vendait, et puis ceux qui étaient responsables de la farine, etc., etc., etc. Chacun avait son business. Exactement. Donc, ils ne sont pas là pour faire la guerre, mais pour prendre en otage le destin d'un peuple. Alors, retournez d'où vous êtes venus. Donc, tranquille, etc. En tout cas, merci beaucoup pour cet espace. Très intéressant. Voilà, où on a pu s'exprimer. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Merci à vous, professeur. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez et c'était très enrichissant. On vous souhaite bon courage pour vos cours et à bientôt, Inch'Allah, parce que je pense qu'on en reparlera. Il y a des nouvelles qui tombent de partout. Les prochaines 24 heures vont être très, très sportives. Donc, à tout moment, on pourra ouvrir.
et vous serez à tout moment le bienvenu. Merci beaucoup et à très bientôt, monsieur Mohamed, et à la prochaine, Inch'Allah. Voilà, messieurs, dames. Écoutez, je sais que c'était pas censé partir comme ça, mais comme on a eu le professeur Mohamed Betioui, pour ceux qui ne savent pas qui est le professeur Betioui, qui est d'origine du RIF, comme il le dit lui-même, et qui a divulgué la présence des 4000 soldats, c'est un professeur d'université en Belgique, si je ne me trompe pas, et qui a divulgué l'existence des 4000 soldats marocains dans les rangs de l'entité face à Palestine. Donc merci beaucoup à vous tous. Voilà, à Bruxelles, c'est ça. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes. Non, je ne co-héberge pas, merci beaucoup. Le live sera rediffusé sur YouTube pour ceux qui ont raté le début, ou la fin, ou la moitié, ou une partie, ou qui veulent le revoir ou le partager. D'ici demain matin, il sera c'est quoi, tout le monde veut faire des matchs avec moi. Je fais pas de matchs, les frères. Les matchs, je les fais avec les frères et sœurs des aides ici. Encore 3 invitations pour faire des matchs. El-Mohim, je coupe avant qu'ils me forcent. Bonne soirée à vous tous et vous toutes. Suivez les informations, il y a du nouveau. Et restez connectés. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Et à très bientôt, Inch'Allah. Salam tout le monde.